Bonjour, bienvenue sur le plateau du grand débat du web de Digital Business News. Une fois par semaine, pendant 26 minutes, 4 grands témoins d'Internet viennent faire tout sauf du bullshit ici en vous expliquant ce qui se passe, quels sont les sujets du moment et en essayant d'échanger de façon intelligente et parfois controversée sur ses propres sujets. On a aujourd'hui, comme chaque semaine, 4 invités. Donc Cécilia Gabizon de Retour Street Press, vous en êtes la directrice du développement. Bonjour. Bonjour. Quel look blanc-noir. Vous êtes de mariage aujourd'hui, non? Mais chaque fois que je viens vous voir, Bertrand, c'est toujours un peu un mariage. C'est le mariage de l'intelligence. Voilà, de la subtilité. Et de la subtilité. Et du bronzage aussi. Du bullshit et d'autres choses. Enfin voilà. Bon, vous doutez qu'on parlait de bullshit juste avant le générique de cette émission. Je ne sais pas pourquoi. À côté de vous, Julien Jacob. Bonjour Julien. Bonjour. C'est Spoonit et WeFlash, parallèle entrepreneur. Ça veut dire 2 startups. On ne va pas refaire le pitch pour le coup des 2 startups, mais vous en avez 2 de front. Il y en a une dans la photo, et ça vous plairait bien, et une autre dans les repas pour les entreprises, le midi, directement livré. En face de vous, Philippe Couve. Bonjour Philippe, Bonjour. Tout de noir vêtu, joli t-shirt également, avec samsa.fr, apprendre à faire de la vidéo à la montée, tout ça via des iPhones. C'est notamment votre boulot pour des journalistes, pas que. Mais... Pas que pour des journalistes, c'est beaucoup de communicants maintenant Et qui s'y mettent et qui sont très désireux de prendre en main leur propre communication. Pas juste en France. Hein. Puis Jérémy Benmoussa, c'est Schedule.io notamment. Oui, qui est une plateforme d'automatisation pour Slack, et puis notamment parce qu'il y a d'autres choses comme la grosse compagnie à côté. Voilà, vous avez sorti un livre blanc qui cartonne. On l'a dit la dernière fois que vous êtes venu, Julien Jacob s'est dit mais pourquoi moi j'ai pas le droit de pitcher mes Spoonit et WeFlash. Allez Julien, cadeau, vite fait, 15 Ils vendent secondes. des repas très bons, pas chers, qui arrivent en 10 minutes pour les employés d'entreprise. Alors maintenant, il a un discours capitaliste, il dit que c'est pour qu'ils travaillent mieux. Mais au départ, je pensais que c'était pour qu'ils soient plus heureux, qu'ils s'alimentent mieux. Mais c'est ça qui est bien, c'est quand on peut faire du bien aux gens, c'est-à-dire que pour leur santé, et qu'en plus Ça y est, on mange bien, storytelling. Allez, avec hop. des chefs qui tournent, on a des chefs en résidence, Johnny Saada, des gens comme ça qui ont fait Top Chef et compagnie, et donc on peut faire les deux. Ruben Sarfati. Si vous voulez tous les deux. Voilà. On se fait une boucle. Et Bertrand a goûté aujourd'hui, donc c'était comment Bertrand? C'était pas mal. Ruben Sarfati. Voilà. Je me demande s'il Ruben a pas Sarfati. tout à fait bonne mine quand même. C'était plutôt pas mal. Ça, je me retrouve à faire de la pub en plus. Je lui offre un petit espace de et je fais de la pub. On a 2 sujets. Mais, on a oublié un sujet quand même. Et alors, c'est quoi Street Press? Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé de ça. Alors, Street Press, Je on a sens que cette été émission est élu débridée aujourd'hui, le je sais site pas pourquoi. le plus frais de 2016 et le plus intéressant par Technicart. C'est classe ça quand même. Donc c'est un site pour les jeunes et on a une école de journalisme gratuite. Venez parce qu'on ouvre les candidatures et ça va se passer en juillet pour vous inscrire. Donc c'est donc une école de journalisme digital gratuite et un incubateur de médias innovants et ce sera tout. C'est un peu la classe quand même. Hein. Street Press. Allez, 2 sujets dont on va parler aujourd'hui. Le second, ce sera comment séduire durablement les médias lorsqu'on est une start-up. Il y a beaucoup de journalistes ou ex-journalistes qui sont ici, encore que journalistes un jour, journalistes toujours, selon la bonne vieille formule bidon. Eh bien, vous allez pouvoir parler de ça. Comment est-ce qu'on arrive à rester dans le temps, à séduire les start-up? Évidemment, on a tous un instant de gloire quand on monte une start-up, mais ça peut durer quelques minutes. Et c'est peut-être la levée de fonds, c'est peut-être autre chose qui vont faire que ça va marcher pendant quelques temps. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour 6 mois après faire parler de soi? On aura des bons conseils pour ceux qui veulent créer des projets. Et puis Facebook, est-ce de moins en moins un réseau social? Il y a 2 enquêtes conjointes qui montrent que ce qu'on appelle l'original sharing, c'est-à-dire le partage original de ses propres histoires, de ses histoires de famille, de ses sentiments, c'est de moins en moins ce qui nourrit les publications Facebook et de moins en moins surtout ce qui nourrit les partages Facebook. C'est très très clair, les gens partagent aujourd'hui des contenus qui viennent d'ailleurs, qui viennent notamment des médias. Est-ce que Facebook est en train de se transformer en une grande machine à partager des médias, un grand média lui-même collaboratif, et de moins en moins un réseau social au profit d'autres nouveaux réseaux qui sont arrivés, comme Snapchat par exemple, pour les jeunes? C'est la question qu'on pose tout de suite. On commence par Philippe, tiens, sur ce sujet-là. Facebook, est-ce que c'est... Vous avez lu ou pas cette histoire? Qui a regardé cette histoire de Slate, par exemple? Il y a un article de Slate. Alors, il est fantastique et j'aimerais donc saisir la balle au vol puisque Philippe me la lance. Un excellent article comme on aimerait en lire plus souvent. Qui décrit bien ça, c'est-à-dire parce que ça, au départ, le truc de Zuckerberg, c'était connecter les gens entre eux et connecter les amis entre eux, les proches, etc. Mais ils ont anticipé le fait que ça n'allait pas suffire, c'est-à-dire qu'on allait s'épuiser. Il y a une chose intéressante. On parle aujourd'hui dans ce festival très branché qui s'appelle South by Southwest.
On Austin, parlait Texas. énormément de lassitude. Tout d'un coup, c'est-à-dire tout ce qui avait été l'engouement des débuts du web, des débuts des réseaux sociaux, des débuts de l'abondance de tout ce qu'on pouvait faire, en fait, s'est transformé en une certaine forme de lassitude. Et je crois que les gens l'ont ressenti sur Facebook, c'est-à-dire qu'au début, on s'est enthousiasmé de pouvoir envoyer des photos où on était en maillot de bain bronzé pour que ses amis le voient. Est-ce que vous continuez à faire Moi, je continue parce que j'ai un côté un petit peu obsessionnel, mais on s'est lassé, il y a une forme de lassitude, et surtout, il y a eu des dégâts, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait le MoFo, le fear of missing out. On avait le sentiment que la vie des autres était toujours mieux. On regardait sur Facebook, c'était toujours la vie merveilleuse des autres, et soi-même qu'on avait une vie absolument nulle, lamentable, etc., avec cette espèce de mise en scène de soi. Et ça a créé des pathologies, et je pense que doucement, en fait, les gens se sont retirés de cette surexposition permanente. Après, il y a un deuxième point, c'est que quand on est jeune, est-ce qu'on a envie de faire des conneries quand les parents sont dans la chambre? Non. C'est-à-dire, on en fait moins ou on n'en fait pas les mêmes. Or, sur Facebook, maintenant, tout le monde y est. Il y a vos parents, il y a vos profs, il y a vos grands-parents. Donc, c'est plus l'endroit où on peut Il y a aussi vraiment... le fait quand même qu'on sait qu'aujourd'hui Facebook récupère toutes ces données-là et qu'on a moins envie de les donner aussi. Et qu'on n'a pas envie notamment de mettre des photos de ses propres enfants parce qu'on sait que ça va les poursuivre tout au long de leur vie. Donc il y a ça aussi. Il y a eu quand même aussi un climat un peu anxiogène autour de la récupération de toutes ces données, le fait que ça ne s'oubliait jamais. Il faut savoir que dans les classes, quand même, pendant tout le collège, ils ont une éducation, les gamins, où on leur dit une fois publié, jamais oublié. Donc eux-mêmes, ils ont intériorisé ça. Et le succès de réseaux comme Snapchat, c'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'ils se sont réfugiés dans quelque chose d'éphémère qui les met moins en danger et qui a un côté en plus, finalement, beaucoup plus spontané parce qu'on envoie un truc et puis c'est effacé immédiatement. On fait une petite capture d'écran, on balance sur Facebook et ça va durer Ça existe 150 toujours, ans. mais c'est une industrie plus difficile que le fait de ce qu'on avait posté sur Facebook et qui reste effectivement de manière très durable. Donc je pense qu'il y a à la fois un phénomène de lassitude, plus des campagnes de sensibilisation qu'on crée comme un climat d'anxiété, plus le fait que tout le monde est sur Facebook, donc ce n'est plus un réseau avec une communauté. Il y a trop de monde sur Facebook pour 1 qu'on veuille qu'il y ait milliard des choses 600 millions de intimes. personnes sont sur Facebook aujourd'hui, Voilà. c'est absolument Donc, plus de 1 colossal. milliard tous les jours. Ouais, tous les jours. Et en fait, sur la question initiale aussi sur les médias, je pense que c'était dans l'agenda de Facebook, c'est-à-dire que le réseau social, l'interaction entre les gens, c'était un moyen, c'était pas une fin. La fin, c'était de devenir le média suprême. C'est-à-dire, un média, c'est quelqu'un qui arrive à mettre en relation des annonceurs, parce que c'est comme ça que Facebook est financé, avec des gens. Et quand il y a 1 milliard sur la planète de personnes qui se connectent pendant les 24 heures, parce que ça tourne, on est face à un média majeur. Et en fait, donc, à la question de pourquoi est-ce qu'on n'a plus... Enfin, il y a deux effets. Il y a effectivement que les gens se rendent compte qu'au bout d'un moment, partager dégager une grande banderole sur son immeuble avec sa photo de soi un peu allumée dans une soirée, c'est pas un truc qu'on ferait dans la rue, donc on commence à pas le faire sur Facebook. Mais surtout, si les médias et le média est devenu la nourriture, le contenu des médias sont devenus de la nourriture pour Facebook, parce qu'il a besoin de faire cette mise en relation. Mais on avait déjà découvert ça avec les portails dans les années 2000, les années 2005, où en France, Yahoo, Orange et MSN faisaient 10 fois plus d'audience que Le Monde.fr et faisaient 10 fois plus de chiffre d'affaires que Le Monde.fr. Il faut surtout être conscient que c'est pas un effet de bord de Facebook, c'est un effet qui est voulu par Facebook. Facebook maîtrise très bien ça en jouant sur ce qu'on appelle le reach, donc en fait les informations qui vous affichent dans votre timeline ou pas. Facebook maîtrise très très bien ces diffusions-là. On parle justement pour la nouvelle application Facebook de la possibilité de choisir carrément la catégorie de son fil d'actualité. Bien sûr. C'est que là, on rentre carrément dans un média. Là. C'est de la personnalisation, mais ça restera toujours Facebook qui va mettre le curseur à un endroit ou à un autre pour décider que vous voyez un peu plus des contenus promotionnels ou des contenus d'annonceurs potentiels de pages de marques et un contenu un peu plus privé de vos amis, vos familles, vos copines. Donc dans l'ensemble, Cécilia. En fait, c'est une bataille très ancienne, effectivement, qui est la bataille, c'est la porte du web. Par quelle porte on va rentrer sur le web? Absolument. Et Google a la même. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, la grande porte du web, c'était Google, et ça reste Google largement. Et il y a deux géants. Ils veulent contrôler, et c'est un peu comme les portes du ciel, c'est les portes du web. Et Facebook est en train de nourrir, en fait, tout ce qui attire les gens, notamment les médias. Sauf que la différence, s'il fallait donner un gagnant quand même, c'est qu'il y en a un, 70% de son audience, elle est sur mobile, c'est là où est tout le monde, et l'autre est très mauvais sur mobile. Le premier, c'est Facebook, et le deuxième, c'est Google. Et c'est pour ça que celui qui est en train de gagner la bataille aujourd'hui, c'est vraiment Facebook. Parce que dans la monétisation, enfin dans le nombre de personnes qui sont connectées sur... Et en plus, parce que oui, il y a une deuxième chose dans les médias, c'est des gens qui se connectent tous les jours, mais longtemps. Parce que quelqu'un qui vient faire une recherche et qui repart, c'est pas très intéressant. Donc, effectivement, c'est quelque chose que certaines personnes sont en train de découvrir, mais Facebook a toujours été un média. Les contenus personnels, et c'est la nourriture qui permet de jouer ce jeu. Après, il y a le contenu des médias eux-mêmes. Il y a les jeux, qui sont une énorme partie aussi de l'usage de Facebook, dont on parle assez peu
mais il y a Ils plein sont de moins jeux. visibles qu'avant. Ils sont moins visibles qu'avant, mais c'est quand même, il y a un temps d'usage qui est absolument énorme. Donc, c'est la bataille pour ce temps de cerveau disponible, comme on disait à l'époque. Et d'ailleurs, Facebook a d'ailleurs tout anticipé, puisqu'ils ont acheté Instagram. On se demandait pourquoi. Maintenant, on commence à voir clairement pourquoi ils l'ont fait. Ils ont fait de Messenger quelque chose d'absolument immense. Il y a les émoticônes qui sont apparus maintenant pour marquer des émotions. WhatsApp aussi, évidemment. Il manque Parce plus. que ce dont on va Il en- parler il en pour manque- Facebook, c'est le Messenger. Parce que toute la partie privée, elle est plus sur les murs, elle est plus dans les newsfeeds, etc. Elle est C'est vrai. sur Messenger. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des choses qui avant, c'est la même, mais c'est normal. Quand on est depuis 5 ans, on a, au départ, on a 5 amis sur la plateforme, 10, 50, 100. Je ne sais pas combien est la moyenne aujourd'hui, peut-être c'est autour de 150, je crois, pour les gens en moyenne. Imaginez-vous vous comporter devant 150 personnes. On se comporte pas, je veux dire, c'est une pleine salle, etc. On se comporte pas de la même manière que devant. Donc que c'est devant toujours 5 un réseau personnes. social, simplement ils ont changé les lignes clairement du. Moi, je suis d'accord avec. c'est aussi un avec réseau Julien. social. C'est un média. mais Le le média de média est un réseau masse aujourd'hui, c'est Facebook. Le média qui synchronise les gens ensemble. Alors, on voit pas tous au même instant T les mêmes contenus, mais on voit bien que quand il y a une vague, ce qu'on appelle un buzz, eh ben, on est tous confrontés en l'espace de quelques heures à ce même contenu. C'est l'archétype du média de Mais masse. c'est encore en train de changer. On en avait parlé dans l'émission il y a quelques semaines. La nouvelle plateforme de bots de Facebook Messenger, c'est le gros truc qui va tout changer dans les 10 prochaines années. Et ça, on ne parle plus de médias sociaux, on parle d'intégration de Il y a aussi services. Facebook Live qui est en train de bouleverser la donne. Vraiment Évidemment, aussi. mais on parle vraiment d'intégration de services et Facebook vient va plus devenir une concurrencer plateforme de Google services. qu'autre chose. Mais en fait, ça vient d'un côté concurrencer Google et de l'autre côté apporter toute une nouvelle panoplie de services, et notamment à Le but, Facebook. c'est juste un moyen. Le but Bien sûr. de mettre les bots là-dedans et qu'on puisse commander son billet d'avion, trouve-moi mon billet d'avion à San Francisco, etc., c'est toujours de faire ce trou noir et de concentrer tous les usages. Donc il y a Messenger, effectivement, qui était... Et pourtant, Messenger, il y avait MSN Messenger, Yahoo Messenger, enfin, ils étaient bien outillés. Tout le monde avait dit non, ça ne va jamais se passer. Et que, en fait, là où ils sont, il faut avouer qu'ils sont brillantissimes à le faire, c'est qu'ils rajoutent des couches à chaque fois, et à chaque fois, ça rentre dedans. Il y a et 2-3 ans, un certain nombre de gens, et j'en étais, je peux faire mon mea culpa, pensaient que Facebook était en train de sombrer. Et parce que la stratégie commençait à devenir un petit peu moins lisible, et là, c'est absolument fabuleux. Je pense que c'est Ce aussi- Zuckerberg a c'est- mis en c'est place, aussi- et Sheryl Sandberg, ce qu'ils ont mis en Ouais. place, C'est l'avantage incroyable. d'avoir un tyran, un tyran à la tête de Facebook, c'est que c'est mais comme Steve Jobs, hein, c'est pas des gens avec qui on aurait forcément envie de passer des soirées. C'est des gens qui ont une vision, Sheryl Sandberg, moi aussi. peut-être, mais c'est des gens qui ont une vision extrêmement claire de ce qu'ils veulent faire. D'ailleurs, sur l'entrée en bourse, le marché s'est inquiété après que Zuckerberg avait la majorité sur les voix et donc pouvait décider de l'avenir de Facebook dans les 10 prochaines années. Il l'a écrit, c'était dans tous les documents de l'IPO, etc. Donc il a une vision extrêmement claire de ce qu'il veut faire. Il est le seul à décider. Il reste très pointu. C'est 10 pas ans très après la démocratique, création de mais- Facebook, il a toujours une espèce de vision avec un coup d'avance ou deux sur le marché qui reste Et extrêmement Oculus- impressionnant. Et Oculus, on n'en a Ouais. pas parlé, mais quand on rajoute la réalité virtuelle au-dessus de ça, et là on se dit, mais il y a Là, un truc là, énorme. il est juste en train de jouer à 5 ou 10 ans d'avance. Là. Il y a quelques cartes avec lesquelles il n'a pas encore joué. Oui, mais comme Steve on- Jobs s'est planté sur plein de trucs. hein. Oculus en est une, et l'intégration de WhatsApp et de Messenger qui peut arriver un jour et qui, à mon avis, dans les 5 prochaines années, arrivera, c'est une carte majeure pour lui. C'est les deux plus gros acteurs de Messenger aujourd'hui. Et faire un rapprochement avec le système de bot qui peut arriver, en termes de chiffre d'affaires, pour eux, c'est juste un x10, x100, enfin, c'est un potentiel énorme. Et en termes d'usage, il a déjà le gros des utilisateurs, y compris dans des pays où Facebook est beaucoup moins développé que ce qu'on pourrait croire. Et ça, c'est juste parce qu'on voit assez mal en France WhatsApp parce qu'on n'a pas eu besoin, parce que les SMS n'étaient pas chers, C'est un etc. phénomène colossal. Dans un certain nombre de pays, c'est colossal. C'est 1 milliard d'utilisateurs, même Mais plus. pas hein. seulement pour du one-to-one, c'est-à-dire qu'il y a des groupes aussi WhatsApp, et ça organise des gens, ça permet de faire tout un tas de choses, et c'est vraiment un média ou des médias en soi aussi à Bon, l'intérieur on de va WhatsApp. clore sur ce sujet-là. Facebook, de moins en moins un réseau social. C'est peut-être pas gagné, de plus en plus un média, c'est sûr. En tout cas, c'est en train de devenir un peu tout, d'une certaine façon. Gardons cette conclusion un peu vaseuse, mais en tout cas, je crois qu'on a à peu près dit l'essentiel. Deuxième sujet de ce grand débat du web, ça s'adresse notamment aux startups. Comment séduire durablement les médias? Lorsqu'on est une startup, on a son petit instant de gloire médiatique, son petit quart d'heure de gloire médiatique. On connaît l'histoire depuis assez longtemps. Et on retombe assez vite dans l'anonymat, parce que des startups, il y en a des centaines. Que les médias s'intéressent évidemment à celle qui vient juste d'arriver. Ça amuse la galerie pendant 10 minutes, et puis après,
après, on passe au suivant. Comment durer là-dedans? Comment faire comme Randindy de Snips? Comment faire comme Marjolaine Grondin de Jam en ce moment, dont on parle en permanence? Comment faire comme Cyril Paglino de Tribe, qui est parti aux États-Unis, dont on parle beaucoup? Comment faire aussi comme Tatiana Jama et Lara Rouir, de Sélectionniste, même si le modèle sur lequel elles sont est sujet à caution d'un point de vue économique. En tout cas, elles arrivent à exister de façon très très longue sur le secteur. Et puis comment faire comme le roi, Loïc Lemer, pour durer avec des projets qui se renouvellent et qui changent et qui pivotent et qui sont toujours dans l'actualité, bref, dans l'agenda des journalistes et des médias. Allez, Philippe Couve, on démarre avec vous cette fois-ci. Comment est-ce qu'on fait Pour le faire, c'est facile. Il fait lui-même son média. Donc, c'est facile. La blague est faite. Il a créé son audience. Il a son média, de facto, qui bouge d'ailleurs de plateforme en plateforme de manière assez fluide. Et il fait lui-même sa promo. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on en a besoin ? Je ne pense pas que toutes les startups en ont besoin. Je ne pense pas que toutes les startups ont vocation à tenir le devant de la scène, etc. Je ne pense pas que ce soit nécessairement ça que regardent les investisseurs quand on est sur du B2B. Je ne suis pas sûr, même sur du B2C, je ne suis même pas sûr que ce soit toujours la clé de compréhension. Donc, je dirais, si on a quand quelque on est une chose... start-up et qu'on n'est pas dans les radars médiatiques à mon impression, on peut avoir le sentiment, quand on est un partenaire, un investisseur ou autre, que la start-up n'est pas au mieux de sa forme. Il faut entretenir l'idée qu'il faut fake it before you make it. C'est vraiment ça. Il y a ça, mais il y a aussi un autre point, et on avait discuté de ça avec un certain nombre de gens. Parfois, ils ont énormément de mal à vulgariser ce qu'ils font, c'est-à-dire à le rendre intelligible pour un grand public. Donc ça ne marchera jamais tant qu'on n'a pas trouvé la manière de raconter ce qu'on fait. Je ne sais pas si c'est le cas de Jérémy qui s'est trouvé confronté à ça, mais... Parce que quand on parle, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Jérémy, il a trouvé la solution, il vient régulièrement sur un plateau, il vend Stelvio, et ça continue à avoir une présence. On en parler jusqu'à ce que les gens comprennent. Non, mais en fait, je pense que le jeu médiatique et le jeu économique, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que votre boîte n'a pas besoin de fonctionner pour que vous, médiatiquement, vous fonctionniez. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai toujours c'est trouvé... même pas du tout lié. Non, c'est même pas du tout lié. D'ailleurs, il y a des tas de mecs qui ont une exposition incroyable avec que des boîtes qui se cassent la gueule. Mais... Des noms. On a les noms et on ne les citera pas, malheureusement, on ne peut pas. Dans les commentaires. Non, ce que je trouve dommage, juste une petite aparté, je trouve dommage que les médias mettent autant l'accent sur les boîtes qui lèvent de l'argent parce qu'elles lèvent de l'argent, alors qu'en soi, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Mais ça met tout le monde à égalité parce que c'est un quart d'heure de gloire, ça. Puis ça passe très vite. Alors pour le coup, le fake it before you make it, moi, il y a un exemple qui m'a bien plu. Il y a une boîte qui n'arrivait pas à faire parler d'elle. Ils ont annoncé qu'ils avaient fait une levée de fonds, ce qui n'était pas du tout vrai. Ils ont fait une espèce de mystère en annonçant pas combien ils levaient, pas avec qui ils levaient, et tout le monde en a parlé. Et j'ai trouvé ça génial. Alors je dirais pas qui c'est. Faut y aller là. Mais ils se sont fait de la pub gratos à un niveau international grâce à ça. Ça a super bien marché. Ouais, international. C'était une boîte américaine. C'est une boîte américaine qui fait ça. D'accord, elle fait dans quel style de... Ils font des trucs d'un peu bullshit aussi. Non, mais tout ça pour dire, ce que je veux dire, c'est que le jeu médiatique, c'est un jeu en soi. C'est un espèce pour moi, c'est un peu comme un couple qui se rencontre. Il y a un peu de drague, il faut être un peu souriant, faut un peu dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Faut survendre, quoi. Faut savoir vendre. C'est du storytelling. Quand vous allez parler à un journaliste, vous montrer devant une caméra pour parler de votre produit, faut donner envie. Et c'est un peu ça. Quand on parle de la vie d'un entrepreneur, moi, je suis entrepreneur depuis longtemps, j'ai quelques hauts et j'ai plein de bas. Et la vie au quotidien, elle est vachement difficile pour un entrepreneur. Ce que les gens voient, c'est pas ça. Ce que les gens voient, c'est quand vous avez une réussite, quand on parle de vous, ils voient que le côté émergé de l'iceberg. Et il faut juste rendre ce côté-là un peu plus sexy, un peu plus joli. Et un truc qui est important, c'est d'entretenir les relations. Moi, perso, je suis entrepreneur depuis 20 ans. Donc j'ai eu quelques boîtes dans le temps, mais les relations avec les journalistes, je les ai tout le temps entretenues. Et ceux qui me connaissent, nous on se connaît depuis des années, il y en a d'autres que je connais depuis des années, et c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. C'est des gens avec qui il faut entretenir les relations, sinon c'est comme dans n'importe quelle histoire d'amitié, d'amour, machin, on s'oublie. Bon, comment est-ce qu'on drague Cécilia, la journaliste? Comme par hasard, on me demande à moi. Alors moi, j'ai écrit le livre blanc de la drague journalistique. Quand on est une start-up. Non, comment est-ce qu'on fait pour... scénario, on va vous le faire. Comment est-ce qu'on fait pour durer, Cécilia? Alors moi, je vais Sur vous quels raconter. critères on arrive à déterminer qu'une start-up, on a envie de continuer à parler d'elle quand on est un journaliste, en fait? C'est ça le truc. Il faut créer l'envie, quoi. En général, c'est toujours pareil, c'est une rencontre, c'est une personnalité charismatique plus qu'une activité. Donc quand il y a la rencontre, parce que Jam, il y a une nana derrière Jam, c'est qu'elle est super intelligente,
intelligente, elle est super maligne, elle parle bien. Elle est fraîche, quoi. Elle est fraîche. Voilà. Et en plus, pour le coup, elle a rendu très compréhensible, elle a donné un visage très humain et mignon à un robot. Jam, le petit robot qui répond. Donc ça c'est parfait, c'est-à-dire qu'on n'y comprend rien à l'économie de demain, on comprend rien au robot, on s'inquiète, c'est un sujet, c'est comme la réalité virtuelle. En réalité, la plupart des gens ne comprennent rien. Le premier qui va avoir un discours intelligent et simple sur la réalité virtuelle va devenir Pacha. Et à propos de Rand Indy sur Snips, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Il vient juste de sortir ces jours-ci en application iOS. Je vous le dis comme ça. Ça fait des mois qu'on en parle et ça sort. Rand, il est très fort et surtout, il a accepté. C'est quelqu'un qui a accepté de prendre les vêtements du gourou, la cape du gourou, et de tout d'un coup devenir celui qui allait parler de ce que c'est que l'intelligence artificielle. À un moment donné, quand les gens lui ont posé la question « Faut-il avoir peur des robots ?», il a répondu en gros « Oui ». Donc il s'est saisi du sujet, il a accepté de donner une réponse simple, ce qu'en général ne font pas les spécialistes. Ils disent attendez, c'est complet, je vais vous expliquer ça en 3 points, peut-être en 18 points même. C'est-à-dire qu'il y a aussi, pour plaire aux médias, tout d'un coup, il faut accepter de s'emparer et de vulgariser un sujet. Moi, les startups qui venaient me voir quand j'étais au Figaro pour me parler de leur activité, en général, je leur conseillais de devenir experts sur leur activité. Ça veut dire de devenir des passeurs. Par exemple, il y avait une start-up qui mettait en ligne des cours. Chacun pouvait donner un cours. C'est de l'économie collaborative, pour le coup. Chacun pouvait donner un cours de quelque chose, avait un talent et pouvait le partager. 3 filles formidables. Je leur ai dit, devenez spécialistes de l'économie collaborative, parce qu'à un moment donné, le mot est chiant, on ne comprend pas grand-chose, et si des visages l'incarnent et créent une sorte de baromètre, des initiatives intéressantes, et que vous portez ça, pas simplement votre boîte, mais ce discours-là sur la nouvelle économie, alors vous allez rester. Alors, ça marche mieux quand on a un visage plutôt de moins de 30 ans, plutôt séduisant. Et qu'on est dans les thèmes qui intéressent les qu'on journalistes. Qu'on est looké de la mort, comme Rand Indy, par exemple, qui est très mode, fashion et compagnie, qu'on est une jolie fille. Voilà, il y a aussi des codes comme ça qui sont en dehors des codes vous êtes moche, vieux, mal habillé. Oui, mais ça peut faire des belles startups. Voilà, si vous êtes capable de me citer aujourd'hui quelqu'un qui fait le buzz, qui a plus de 50 ans... Il y a un moment, il faut choisir. Déjà, et je prendrai le côté start-up et pas du tout journaliste, mais la ressource la plus importante dans une start-up, c'est le temps. Tout ça, ça prend énormément de temps. Et il y a un moment, il faut vraiment bien réfléchir. C'est-à-dire que si on est belle, plutôt blanche, avec les dents blanches, sur un secteur un peu sexy, etc., on peut y aller parce qu'on sait qu'on va avoir du buzz, etc. C'est pas forcément les boîtes les plus intéressantes. Si on est de l'autre côté, c'est-à-dire à peu près monsieur tout le monde, monsieur ou madame tout le monde, c'est extrêmement dangereux d'aller dans les médias parce qu'une fois qu'on a annoncé un chiffre dans un média, qui généralement est ce que les Américains appellent du vanity metrics, c'est-à-dire en fait ça veut rien dire parce que de toute façon les journalistes ne comprennent pas forcément de quoi on parle, mais on va parler de visiteurs uniques qui montent comme ça, un truc qui veut rien dire, et on se retrouve embarqué dans sa propre histoire. Et alors que dans une start-up, les metrics et des choses comme traction avec en deux mots, la rétention ou des choses comme ça. Par exemple, ce que regardent les startups américaines aujourd'hui, c'est les weekly active users. Donc c'est pas les nouvelles inscriptions, c'est pas la pile de gens qui sont arrivés depuis le début qui se sont désinscrits après, mais c'est vraiment le nombre de weekly active users. Et quand vous regardez ça, je peux vous dire que ça vous fait vraiment très peur. Les journalistes ne parlent pas de ces métriques-là. Donc il y a un cas où il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ça peut être très dangereux en temps, et parce que ça vous enferme dans un discours qui n'est pas le discours de la start-up. Il y a 2 choses différentes. Il y a est-ce que c'est important d'avoir un succès de communication pour réussir sa start-up ? C'est pas sûr. Il y a des gens qui sont sur des sujets pas du tout sexy et leur start-up marche très bien. Parce qu'en réalité, une start-up est une entreprise et juste elle a besoin de clients, d'optimiser ses ressources, etc. Donc, pas forcément. Ensuite, est-ce que la communication peut aider une start-up à réussir mieux ? Probablement. Mais aujourd'hui, moi, je vois des start-up qui font de la communication directe, par exemple sur Facebook, débat d'avant, et ça marche super bien. Ils ont des intermédiaires. Et dans un certain sens, ils ont trouvé comment s'adresser directement à leurs clients. Et quand ils sont sur ce marché-là, ils peuvent se passer d'une communication glam dans les médias. Donc en fait, il y a plusieurs sujets. Maintenant, il y a effectivement le sujet du narcissisme, qui est qu'on voit des gens apparaître dans les médias, et c'est à peu près toujours les mêmes, parce qu'il y a une forme de conformisme aussi dans le journalisme, qui fait que quand on connaît quelqu'un, on s'en est emparé, il devient un peu une mascotte. Le fameux bon client. Voilà. Un bon client, il va partout. Et il reste un peu quelque part sur les écrans. Et pourquoi pas, ça ne dit rien du destin réel d'une start-up qui est une entreprise, et ce qu'il lui faut, ce sont des clients. Vous avez remarqué que dans cette émission, je ne fais pas dans le bon client. Personne ici n'a moins de 30 ans, n'est looké fashion 28 ans, je sors en boîte tous les soirs. 31 ans pour Cécilia, donc c'est vraiment limite. Les plus 1, moins 1, il nous reste vraiment assez peu de temps. Qui ? Alors moi j'ai mis un moins 1, pardon, avec la liaison, pour le petit Nicolas.
Alors, pour le petit Nicolas, Le petit Nicolas. Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est Ah, le 16 petit 000 Nicolas, le bon coin. Oula, oui, Le Bon Coin, c'est 16 millions d'utilisateurs Oui. en France. C'est une start-up qui est la première plateforme de petites annonces depuis 2002. C'est une des plus belles réussites françaises. Bon, d'accord, c'est des petites annonces, donc c'est peut-être pas très sexy pour le petit Nicolas. Donc Sarkozy, vous aurez reconnu. Ça donne quand même, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, mais c'est dévastateur de la compréhension qu'on peut avoir, de leur compréhension du web. La question, c'est quoi le Bon Coin? Pour moi, ça restera le truc de l'année 2016, quoi, parce que c'était ça sa question. C'est quoi le Bon Coin? Un entrepreneur qui lui parlait de cette boîte. On a tous bien ri à cette saillie-là. Oui, Un petit plus 1 allez, terminons sur une rapidement, note positive. Rapidement. pour Amazon, Oui. qui vient de mettre en open source l'algorithme de recommandation qui fonctionne sous Amazon. Ils ont d'autres dessins derrière, etc. C'est pas juste, ils espèrent en tirer profit en le mettant en open source, mais ça peut être aussi utilisé dans d'autres domaines aujourd'hui. Et je pense que ça peut Amazon être qui très fait quelque intéressant. chose gratuitement et de façon Oui. désintéressée, ça valait le coup de le noter. Quand même. C'est quand même pas tous les jours qu'on a le droit à ça. Absolument. Est-ce que quelqu'un en a un vite fait, en 10 secondes? Dans le même domaine, je veux bien en plus un pour Watson d'IBM, Ouais. qui est dispo pour je crois, C'est vrai. $50 par mois ou Ouais. quelque chose comme ça, ce qui est à peu Il près y en a qui peanuts s'amusent pour- beaucoup avec Watson. Pour en ce 10 moment. ans de R&D de Ouais. IBM, 15 ans de R&D d'IBM, on peut avoir accès à un outil qui est absolument génial. Et je conseille à pas mal de startups d'aller regarder ce qu'ils peuvent faire avec. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Jérémy de Moussa, Philippe Couve, Julien Jacob et Cécilia Gabizo, à qui j'ai coupé le sifflet pour terminer. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre grand débat du web sur Digital Business News. Salut à tous.